Salut à tous et content de vous retrouver à nouveau sur Mastering AI pour cette nouvelle vidéo de la série dédiée à l'apprentissage du langage Python. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons appris ensemble les librairies Pandas et Matplotlib qui sont deux librairies très essentielles pour la manipulation et la visualisation de vos données. Lorsque nous aborderons dans les prochaines vidéos les notions de machine learning, vous verrez que la phase de pré-traitement des données est très importante et prend souvent même plus de temps que l'entraînement même des modèles. Et dans cette phase, vous serez amené à utiliser des outils qui vous permettront d'explorer, de comprendre et de visualiser vos données. C'est dans ce sens que les librairies que nous avons apprises ensemble, notamment Pandas, Matplotlib et NumPy, vous seront très utiles. Alors le but de cette vidéo est de pouvoir réaliser un mini projet qui consistera à analyser un jeu de données en se basant sur ces librairies. Nous allons à cet effet réutiliser quelques outils de Pandas ainsi que quelques graphes d'analyse que nous avons abordés ensemble dans la vidéo précédente qui portait sur la visualisation des données. Je tiens à préciser que le jeu de données utilisé dans cette vidéo est un jeu de données expérimental et ne représente pas de données réelles. Vous pourrez d'ailleurs le télécharger sur Kaggle à travers le lien que je mettrai en description afin que nous puissions expérimenter ensemble notre analyse. Il s'agit d'un jeu de données permettant d'effectuer l'étude du risque de crédit des clients d'une banque lambda. Nous présenterons plus en détail ce jeu de données dans l'implémentation. Étant donné la pléthore de fonctionnalités qu'offrent ces outils que nous allons aborder dans cette vidéo, nous n'allons naturellement pas couvrir toutes ces fonctionnalités. Ainsi, nous vous invitons à consulter la documentation si vous voulez en apprendre davantage. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à la fin et à vous abonner également. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Avant de commencer, nous allons importer les librairies qui seront utilisées tout au long de ce projet. Il s'agit bien évidemment des librairies Pandas, NumPy et Matplotlib. Par la suite, nous allons présenter notre jeu de données. Comme nous l'avons dit en introduction, il s'agit d'un jeu de données contenant les informations des clients d'une banque. Ainsi, sur chaque ligne, nous avons les différents clients de notre banque et en colonne, nous avons les informations relevées pour chacun de ces clients. Pour un client donné, nous relevons son âge, son niveau d'éducation, son nombre d'années d'expérience, son revenu annuel exprimé en milliers de dollars, le ratio de ses dettes sur son revenu, le ratio de ses emprunts sur son revenu, les autres dettes contractées par le client et s'il a déjà fait défaut ou non, c'est-à-dire s'il a déjà été en incapacité de rembourser ses dettes. Afin d'avoir une meilleure visualisation de notre jeu de données, nous pouvons utiliser une extension de Visual Studio Code appelée Data Wrangler que vous pouvez installer en allant dans la section des extensions. Dans mon cas, je l'ai déjà installé. Et après l'avoir installé, vous pouvez l'utiliser pour ouvrir vos fichiers CSV afin de pouvoir avoir une belle visualisation de votre jeu de données. Donc dans notre cas, nous allons faire un clic droit sur notre fichier risque crédit et sélectionner l'option Open in Data Wrangler. Une fois sélectionné, vous pouvez voir que nous avons une belle visualisation de notre jeu de données avec les colonnes que nous avons présentées tout à l'heure. Il est également notoire que nous avons pour chaque colonne une description statistique présentant des informations comme le nombre de valeurs manquantes avec le ratio, la valeur minimum, la valeur maximum, ainsi qu'un petit histogramme représentant la distribution des valeurs de notre colonne. Si on regarde dans cette section à gauche, nous pouvons également voir d'autres informations statistiques beaucoup plus détaillées de cette colonne H par exemple. Vous pouvez voir les informations comme la moyenne, l'écart type, la valeur minimum, le premier quartile, le troisième quartile, ainsi de suite. Ces informations statistiques vous permettent d'avoir un très bel aperçu de votre jeu de données. Si nous prêtons attention à cette colonne qui est le niveau d'éducation, nous allons remarquer que nous avons des valeurs qui vont de 1 à 5. Donc bien qu'il ne s'agisse pas des niveaux d'éducation connus comme licence, master ou j'en passe, ce qu'il faut comprendre et garder à l'esprit concernant cette colonne, c'est que plus le chiffre est élevé, plus le niveau d'éducation est élevé. Ainsi, grâce à l'extension Data Wrangler, vous avez un très bel aperçu de votre jeu de données avant de commencer à effectuer vos analyses dessus. Nous pouvons également utiliser les méthodes de la librairie Pandas afin de pouvoir décrire notre jeu de données. Comme vous l'avez vu d'ailleurs avec Jordan sur la vidéo, comme vous l'avez vu d'ailleurs avec Jordan dans la vidéo dédiée à Pandas. Alors, pour ce faire, nous allons premièrement revenir dans notre script. Nous allons importer notre jeu de données en utilisant la méthode read
.csv. .csv. Nous allons ensuite afficher une description statistique de notre data frame. Pour cela, nous allons utiliser la méthode describe. Nous allons avoir affiché description statistique. Alors, comme nous pouvons voir, nous avons à peu près les mêmes éléments statistiques que nous avons vus tout à l'heure sur Data Wrangler, parmi lesquels le nombre d'éléments pour chaque colonne, la moyenne, les quartiles, la valeur minimum, les différents quartiles et la valeur maximum. Nous pouvons remarquer que nous n'avons aucune valeur manquante sur chacune des colonnes, sauf sur cette dernière colonne défaut qui présente environ 450 valeurs manquantes. Nous pouvons vérifier cela en utilisant une fonction des data frames, vérification des valeurs manquantes. Pour cela, nous ferons un print data.isNull.sum. Ceci nous permet d'afficher le nombre total de valeurs manquantes pour chacune des colonnes. Lorsqu'on exécute, on peut effectivement voir que chacune des colonnes ne présente pas de valeurs manquantes, sauf la dernière qui a effectivement 450 valeurs manquantes. Il existe plusieurs manières de gérer des valeurs manquantes lorsque vous manipulez vos données. Vous pouvez par exemple décider de retirer toutes les valeurs manquantes ou de les remplacer par la moyenne des valeurs sur la colonne correspondante ou d'utiliser des méthodes beaucoup plus avancées que nous aurons certainement l'occasion de voir dans des prochaines vidéos. Dans notre cas, nous allons tout simplement retirer les valeurs manquantes. Pour ce faire, nous allons utiliser la méthode data.dropNA qui nous permet de supprimer les valeurs qui sont nulles. Ainsi, si nous affichons une description après retrait des valeurs manquantes, on fera un print data.describe. Nous verrons ainsi que les 450 données qui présentaient des valeurs manquantes sur la colonne défaut ont bien été retirées. Et nous pouvons remarquer que les paramètres statistiques vont bien évidemment changer, étant donné que nous avons retiré une bonne partie des données. Nous pouvons par exemple voir que sur la colonne H, la moyenne qui était de 35,23 avant l'imputation des valeurs manquantes est passée à 34,86. Afin d'avoir une meilleure représentation graphique des éléments statistiques de chacune de nos colonnes, nous allons utiliser les boxplots. Ceci nous donnera également une bonne idée de la qualité des distributions de chacune de nos colonnes. Pour cela, nous allons utiliser une méthode de la classe Panda qui est boxplot, qui nous permet de dessiner les boxplots de chacune de nos colonnes. Nous ferons ensuite un plt.show pour pouvoir afficher la figure générée. Donc, nous pouvons ainsi voir les boxplots de chacune des colonnes de notre data frame. Il est assez difficile de pouvoir tous les visualiser en même temps, ceci dû à la différence des plages de valeurs, principalement la colonne revenu dont une valeur va jusqu'à au-delà de 400. Mais une chose que nous pouvons déjà remarquer, c'est que pour la plupart des colonnes, nous avons beaucoup de points qui se trouvent en dehors de la plage de distribution. Ceci peut être un excellent indicateur de la qualité de distribution de notre colonne. Par exemple, si nous regardons la colonne de l'âge, nous voyons que nous n'avons pas de points qui se retrouvent en dehors de la distribution. Ceci nous permet de constater que l'âge a une très bonne distribution, contrairement aux revenus où nous avons énormément de points qui se retrouvent en dehors de ces distributions. Pour rappel, les éléments d'un boxplot sont principalement constitués de la médiane qui se trouve en vert, qui est tout simplement la valeur au-dessus et en dessous de laquelle nous avons 50% des données.
nous avons le premier quartile qui est tout là, tout juste ici en bas, qui représente la valeur en dessous de laquelle nous avons 25% des données. Le troisième quartile qui représente la valeur en dessous de laquelle nous avons 75% des données. Les extrémités de la distribution représentent des valeurs qui sont calculées à partir de la distance entre le premier quartile et le troisième quartile. En gros, ici, il s'agit de prendre le premier quartile en faisant moins 1,5 fois l'interquartile, qui est tout simplement la distance entre le premier quartile et le troisième quartile. Et la valeur d'en haut est calculée en prenant le troisième quartile plus 1,5 fois l'interquartile. Ça veut dire que si nous avons beaucoup de points qui se trouvent en dehors de cette plage de valeurs, cela indique que la distribution de notre colonne n'est probablement pas très bonne, comme c'est le cas de la colonne revenu. En analyse de données, vous aurez des méthodes pour pouvoir prendre en main ces points qui se retrouvent en dehors de la distribution, qui dans certains cas sont appelés par abus de langage des valeurs aberrantes, mais pour notre analyse, nous allons considérer ces points. Lorsque nous avons utilisé Data Wrangler tout à l'heure pour pouvoir visualiser notre jeu de données, nous avons pu remarquer que pour chaque colonne, nous avions un histogramme représentant la distribution de la colonne. Nous allons utiliser la fonction plt.hist de Matplotlib afin de pouvoir représenter les histogrammes de quelques colonnes. Pour cela, nous allons déjà créer notre figure. Ensuite, nous allons utiliser plt.subplot pour pouvoir représenter tous les histogrammes dans une même figure. Donc, nous aurons 4 histogrammes que nous allons représenter. Et dans le premier subplot, nous allons représenter l'histogramme de l'âge. Donc, nous ferons data de H. Et nous allons préciser le nombre d'intervalles ici avec bins. Nous allons considérer 10 intervalles dans un premier temps. Nous allons labelliser les axes. Sur l'axe des X, nous aurons les intervalles. Sur l'axe des Y, nous aurons et nous allons définir un titre pour l'histogramme de l'âge. Nous ferons pareil avec le revenu. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'histogramme des fréquences des ratios dette sur revenu pour deux catégories de clients, c'est-à-dire ceux qui font défaut et ceux qui ne font pas de défaut. Pour cela, nous allons déjà dessiner le subplot 2, 2, 3. Ensuite, nous allons dessiner un histogramme qui va représenter la distribution du ratio dette sur revenu pour les clients qui ne font pas défaut. Pour ce faire, nous allons filtrer dans notre data frame les données dont le défaut est égal à 0, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de défaut. Et nous allons récupérer la colonne ratio dette revenu. Nous allons toujours choisir 10 comme nombre d'intervalles et nous allons définir une opacité de 0,5 pour ce graphe, puisque nous allons afficher le second graphe des histogrammes pour les clients qui font défaut sur le même repère. Donc nous allons labelliser ces premiers histogrammes en disant pas défaut. Nous dessinerons ensuite un second histogramme
mais cette fois-ci en considérant les clients qui font défaut. Et nous allons toujours afficher l'histogramme du ratio dette-revenu. Dans ce cas, nous allons préciser défaut. Ensuite, nous allons labelliser les axes. Sur les axes des X, ce sont les intervalles. Naturellement, sur l'axe des X, ce sont les intervalles. En Y, on a les fréquences. Ensuite, on va utiliser le legend et nous allons faire un title, histogramme dette sur revenu. Nous allons faire le même exercice pour les emprunts sur les revenus. Nous allons tout simplement copier et coller ce code en changeant tout simplement la colonne et nous mettrons au lieu de dette, ce sera emprunt. Histogramme emprunt sur revenu. Et à la fin, nous allons tout simplement afficher notre figure avec plt.show. Donc, si nous lançons, nous pouvons ainsi voir nos différents histogrammes. Déjà, en ce qui concerne l'histogramme de l'âge, nous pouvons remarquer que la plupart de nos clients sont dans la tranche d'âge entre 30 et 45. Et plus spécifiquement, je dirais entre 37, 38 et 42. Et en ce qui concerne le revenu, nous pouvons remarquer que la plupart des clients ont un revenu qui se situe entre 0 et, je dirais, environ 60 000 $ l'année. Il y a très peu de clients dont le revenu se trouve au-delà de 200. Et en ce qui concerne l'histogramme des dettes sur revenus, nous nous sommes intéressés, comme nous l'avons dit, à deux catégories de clients, ceux qui ne font pas défaut et ceux qui font défaut. Nous pouvons donc remarquer que la plupart des clients qui ne font pas défaut ont un ratio dette sur revenu inférieur à 10%. Comme nous pouvons le voir sur l'histogramme en bleu, nous voyons que l'intervalle qui présente la plus haute fréquence, c'est effectivement cet intervalle approximativement entre 3 et 6 ou 7. Ce qui confirme effectivement que ces clients ne font pas défaut puisque la plupart d'entre eux ont un ratio de dette sur revenu moins inférieur à 7%. Par contre, la plupart des clients qui font défaut ont un ratio dette sur revenu qui est compris dans l'intervalle environ 13% à 17 ou 18%. Une autre manière d'interpréter ce graphique est que pour un intervalle présentant des valeurs de ratio de dette sur le revenu assez faibles, on s'attendrait effectivement à voir plus de clients qui ne font pas défaut, ce qui est effectivement la tendance que présente cet histogramme où nous voyons que dans cet intervalle à faible ratio de dette sur le revenu, nous voyons que nous avons plus de clients qui ne font pas de défaut par rapport à ceux qui font défaut. Et naturellement, plus on évolue en termes de valeur du ratio dette sur le revenu, plus nous avons des clients qui font défaut. Comme nous voyons dans cette zone particulièrement, cette tendance se confirme. Nous pouvons faire une analyse assez similaire pour l'histogramme des emprunts sur le revenu, où nous pouvons voir que dans un intervalle à faible ratio d'emprunt sur le revenu, nous avons plus de clients qui ne font pas défaut que ceux qui font défaut. Et naturellement, plus ce ratio augmente, plus nous retrouvons des clients qui font défaut. Ce qui est normal, puisque si j'emprunte plus que ce que je ne gagne, j'ai plus de chances de faire défaut. Nous allons maintenant nous intéresser au risque de défaut par niveau d'éducation. Nous allons utiliser des diagrammes en bâton pour effectuer l'analyse. Premièrement, nous allons dessiner un diagramme en bâton permettant de représenter le nombre de clients par niveau d'éducation. Pour cela, nous allons premièrement calculer un data frame que nous appellerons éducation en faisant un data.groupBy éducation.count.
Là, nous avons groupé notre data frame par niveau d'éducation et pour chaque niveau d'éducation, nous avons calculé le nombre total de clients. Nous allons ainsi dessiner notre figure, dessiner un diagramme en bâton où en X, nous allons affecter les différents niveaux d'éducation qui seront en indice de notre data frame calculé et en hauteur, nous allons prendre une des colonnes de notre data frame calculé, en l'occurrence la colonne 0. Ensuite, nous allons définir un label nombre client par niveau d'éducation. Nous allons labelliser notre axe de X en mettant niveau d'éducation. Ensuite, notre axe de Y qui sera nombre de clients. Nous allons afficher la légende, puis afficher notre figure. Si on exécute, alors on obtient un key error de 0 et ceci est normal puisque nous avons utilisé lock au lieu de ilock. Ilock nous permet d'accéder aux lignes ou colonnes de notre data frame à travers les indices, tandis que lock nous permet d'accéder aux lignes ou aux colonnes de notre data frame à travers leur nom. Donc, si on relance notre code, là nous pouvons voir notre diagramme en bâton représentant le nombre de clients par niveau d'éducation. Et nous pouvons voir que nous avons plusieurs clients de niveau d'éducation 1 et très peu de clients de niveau d'éducation 5. Et que le nombre de clients décroît avec l'augmentation du niveau d'éducation. Maintenant, si nous nous intéressons au nombre de clients qui n'ont pas fait défaut par niveau d'éducation, nous pouvons ainsi calculer un autre data frame que nous appellerons pas défaut éducation. Et nous allons tout simplement filtrer notre data frame pour retenir les clients qui n'ont pas fait défaut, le grouper par niveau d'éducation et calculer le nombre de clients. Ensuite, nous allons dessiner un second diagramme en bâton qui cette fois-ci va représenter le nombre de clients qui n'ont pas fait défaut par niveau d'éducation. Donc ici, ce sera également pas défaut niveau éducation. Et nous allons également préciser là, pas défaut. On va renommer les labels. On va mettre tout simplement un nombre de clients ici total pour dire le nombre de clients par niveau d'éducation sans distinction s'ils font défaut ou pas. Ici, ce sera un nombre de clients par niveau d'éducation pour les clients qui ont fait, qui ne font pas de défaut. Et nous allons faire le même exercice pour les clients qui font défaut. Nous allons tout simplement enlever. Et là, nous allons mettre 1. Pareil là. Et là. On va supprimer ça. Nombre de clients défaut. Et là, nous allons copier également ce diagramme en bâton, coller là. Et là, nous allons définir. Nous allons utiliser le data frame défaut éducation et retirer ce label défaut.
Alors, si l'on exécute, nous pouvons donc voir ce joli diagramme en bâton qui représente le nombre de clients par niveau d'éducation et ce pour chaque catégorie de clients en fonction de s'ils font défaut, c'est-à-dire ceux en vert, ou non, c'est-à-dire ceux en orange. Nous pouvons déjà remarquer que si nous faisons la somme des hauteurs des barres en orange plus celle des barres en vert, nous retrouverons celle des barres en bleu, puisqu'il s'agit d'une répartition du nombre de clients en fonction de s'ils font défaut ou non sur la totalité, et ce pour chaque niveau d'éducation. Il serait intéressant de pouvoir déterminer le niveau d'éducation qui présente le plus de clients n'ayant pas fait défaut ou ayant fait défaut. Pour cela, il suffira tout simplement pour chaque niveau d'éducation de calculer le ratio du nombre de clients n'ayant pas fait défaut sur le total ou le ratio du nombre de clients ayant fait défaut sur le total. Pour ce faire, nous allons calculer un autre data frame que nous appellerons ratio défaut éducation, qui sera tout simplement obtenu en divisant chaque colonne du data frame défaut éducation par la colonne correspondante éducation. Nous pouvons faire de même pour ratio pas défaut éducation qui sera égal pas défaut éducation divisé par éducation. Nous allons les dessiner dans une figure distincte puisque s'agissant des ratios, nous n'aurons pas la même échelle de valeur que celle de ces data frames. Donc pour ça, nous allons faire un subplot en précisant que nous aurons deux lignes, une colonne. Il s'agira du premier graphe. Et ensuite, nous ferons un second subplot juste avant le show de lignes, une colonne. Ou peut-être mieux, nous ferons une ligne et deux colonnes pour les afficher sur une même ligne. Donc, une ligne, deux colonnes, et il s'agira du second graphe. Et là, nous ferons tout simplement un plt.bar ratio défaut.index et en ordonnée, on aura ratio défaut éducation.iloc toutes les lignes, juste la première colonne. Et là, nous préciserons un label ratio défaut. Nous ferons pareil pour le pas défaut. Et nous allons labelliser les axes. En X label, nous avons les niveaux d'éducation. Et en Y, nous avons les ratios. Nous afficherons également la légende. Et nous ferons un plt.show. Donc, si nous affichons nos figures, ok, là, nous ne voyons pas clairement le diagramme en bâton des ratios avec défaut. Et ça, c'est sûrement parce que celui des ratios sans défaut, le masque, là, nous pouvons définir l'opacité de nos bâtons avec alpha égale à demi, afin de pouvoir bien visualiser le diagramme en bâton des ratios avec défaut. Si on exécute, là, nous pouvons effectivement voir nos différents diagrammes en bâton pour les deux cas, les clients qui font défaut ou pas défaut. Ainsi, en ce qui concerne le diagramme en bâton des ratios pour les clients qui n'ont pas fait défaut, nous pouvons voir que les niveaux d'éducation 1 et 5 présentent le plus de clients qui n'ont pas fait défaut et que le niveau d'éducation 4 présente le moins de clients n'ayant pas fait défaut. Et à l'opposé, ce niveau d'éducation présente le plus de clients ayant fait défaut
et que les niveaux d'éducation 1 et 5 présentent le moins de clients ayant fait défaut. Nous allons maintenant étudier les corrélations entre nos variables. En machine learning, dans la phase de pré-traitement des données, cette étude est essentielle afin de pouvoir déceler les variables qui sont fortement corrélées entre elles, le but étant de ne garder qu'une seule variable pour un ensemble de variables fortement corrélées entre elles, ceci afin de ne pas biaiser les résultats du modèle. Dans notre cas, nous allons tâcher de ne retenir que des variables numériques et non catégorielles pour l'étude des corrélations. Nous allons donc de ce fait nous passer de la variable niveau d'éducation. Ainsi, nous allons premièrement calculer la matrice des corrélations. Nous ferons ainsi matrice des corrélations égale à data. Et là, nous allons sélectionner les variables dont nous souhaitons étudier les corrélations. Nous prendrons ainsi l'âge, le nombre d'années d'expérience, le revenu, le ratio dette-revenu, le ratio emprunt-revenu, les autres dettes, et enfin le défaut. Nous avons vu dans la vidéo dédiée à l'apprentissage des outils de visualisation que pour pouvoir dessiner une matrice des corrélations, nous pouvons utiliser la fonction heatmap de Seaborn. Dans ce cas, nous allons utiliser une autre fonction de matplotlib.pyplot qui sera la fonction matshow qui permet de dessiner une matrice des corrélations similaire à celle d'une heatmap de Seaborn. Nous allons premièrement dessiner une nouvelle figure et nous utiliserons la fonction plt.matshow et nous passerons la matrice des corrélations en paramètres. Ensuite, nous allons préciser à pyplot d'afficher la barre des couleurs et enfin, nous allons définir un titre, matrice des corrélations et nous afficherons la figure. Si on exécute tout ça, nous voyons là que nous avons une erreur, key error autre date not in index. Ok, ça c'est parce que nous avons mal écrit le nom de la colonne. Nous avons également omis d'appeler la fonction core qui permet effectivement de calculer la matrice des corrélations basée sur les colonnes sélectionnées. Là, si on relance le programme, là nous pouvons visualiser notre matrice des corrélations avec la barre des couleurs indiquant le niveau des corrélations en fonction de la couleur. Donc plus on est clair, plus forte est la corrélation. Et plus sombre est la couleur, moins forte est la corrélation. Nous allons maintenant labelliser les axes de notre matrice des corrélations en spécifiant les noms des colonnes. Pour cela, nous allons utiliser la fonction plt.xtix pour pouvoir définir les labels de l'axe des abscisses. En paramètre de la fonction, nous allons préciser premièrement comme tix une liste de valeurs entières allant de 0 jusqu'au nombre de colonnes que nous avons. Donc dans ce cas, nous allons utiliser la fonction range et passer à la fonction range le nombre de colonnes avec len de matrice core.columns. Ensuite, nous allons spécifier une liste de labels, chaque label étant associé à chaque indice de cette liste générée. Donc, nous allons simplement passer les différentes colonnes de notre matrice des corrélations. Nous ferons pareil avec plt.whitix. Nous passerons en paramètre également une liste columns et les labels seront pareils. Columns. Si on exécute, on peut voir ainsi que les noms de nos colonnes ont été définis sur chaque axe.
Si nous souhaitons arranger l'écriture des colonnes sur l'axe des X afin qu'elles ne s'écrivent pas les unes sur les autres, nous pouvons utiliser un paramètre à la fonction xtix qui serait la rotation et nous allons mettre 45 degrés. Ceci signifie que les labels des colonnes sur l'axe des X seront rotés de 45 degrés. À l'exécution, nous pouvons ainsi voir que les labels ont été inclinés de 45 degrés. Maintenant, il serait intéressant de pouvoir spécifier les valeurs des corrélations dans chaque carreau. Pour ce faire, nous allons parcourir chaque carreau de notre matrice des corrélations afin d'y inscrire la valeur de la corrélation correspondante. Nous allons donc faire for i in range len de matrice core.column. Donc, nous parcourons les colonnes. Et for j in range len de matrice core.column, encore là. Donc, pour chaque ligne, nous allons utiliser la fonction plt.text à laquelle nous passerons en paramètre les indices suivi de la valeur que nous souhaitons afficher à l'intérieur de chaque carreau. Donc, dans ce cas, nous allons afficher un string formaté et nous allons chercher dans la matrice des corrélations la valeur correspondante, iloc ij. Nous allons préciser que nous souhaitons avoir 2 chiffres après la virgule au maximum. Ensuite, nous allons spécifier d'autres paramètres qui sont l'alignement horizontal. Nous souhaitons que les corrélations dans chaque carreau soient écrites au centre horizontalement et également au centre verticalement. Et que le texte soit écrit en noir. Donc, à travers ce petit bout de code, nous parcourons chaque carreau de notre matrice des corrélations et nous y inscrivons la valeur de la corrélation correspondante prise dans la matrice des corrélations. À l'exécution, nous pouvons ainsi voir les valeurs des corrélations inscrites dans chacune des cases. Ainsi, nous pouvons voir que sur la diagonale, nous n'avons que des valeurs 1 et ceci est normal puisqu'il s'agit des corrélations entre chaque variable et elle-même. Par ailleurs, nous pouvons remarquer que certaines variables présentent des corrélations relativement fortes, notamment les variables autres dettes et ratio emprunt sur revenu avec une corrélation de 0,63. Pareil pour les variables autres dettes et revenus qui présentent une corrélation de 0,61. De même que les variables revenus et nombre d'années d'expérience qui présentent une forte corrélation. Et je tiens à préciser ici que plus grand est le coefficient de corrélation, plus fort est le lien entre les deux variables. Et de plus, si ce coefficient de corrélation est positif, ceci signifie que les deux variables évoluent dans le même sens. Ce qui est le cas pour les variables revenus et expérience, mais c'est le contraire pour les variables défaut, par exemple, et expérience, qui ont un coefficient de corrélation négatif. Comme je le disais tout à l'heure, en machine learning, dans la phase du pré-traitement des données, vous serez amené à étudier les corrélations entre les variables afin d'en éliminer quelques-uns pour ne pas biaiser les résultats de votre modèle. Par exemple, s'il arrive que vous utilisez ce jeu de données et que ces variables font partie de vos features, vous serez très probablement amené à éliminer l'une des colonnes entre l'expérience et les revenus étant donné qu'elles présentent un coefficient de corrélation relativement fort. Donc, garder juste une de ces variables serait suffisant pour l'analyse. Nous pouvons utiliser les nuages de points pour davantage confirmer ces corrélations existantes entre les variables. Par exemple, nous pouvons dessiner le nuage de points de la variable autre dette en fonction de la variable ratio emprunt-revenu puisqu'elle présente un coefficient de corrélation relativement élevé de 0,63. Pour cela, nous allons dessiner premièrement une autre figure. Ensuite, nous allons utiliser la fonction plt.scatter. En X, nous afficherons data ratio emprunt revenu. Et en Y, nous aurons data de autres dettes. On fera un plt.x label pour labelliser nos axes. En X, on a ratio
emprunt sur revenu. Et en Y, on a les autres dettes des clients. Faire un peu lt.title, nuage de points des autres dettes en fonction du ratio emprunt sur revenu. Et ensuite, on fera un plt.show. À l'exécution, nous pouvons effectivement voir une certaine tendance croissante des autres dettes en fonction du ratio emprunt-revenu. Nous pouvons également remarquer que ce nuage de points présente une tendance relativement linéaire, c'est-à-dire que nous pouvons envisager de modéliser les autres dettes comme étant une fonction linéaire du ratio emprunt-revenu, et la droite linéaire présenterait par exemple cette tendance. Il est clair que ce serait une modélisation relativement erronée, puisque nous voyons que les points se dispersent de plus en plus au fur et à mesure qu'on évolue. Nous pouvons essayer de séparer les points de ce nuage selon qu'ils ont fait défaut ou pas. Ainsi, ce que nous allons faire, c'est que nous allons appliquer, comme d'habitude, un filtrage. C'est-à-dire qu'ici, nous allons sélectionner les points dont défaut est égal à 0 pour sélectionner les clients qui n'ont pas fait défaut. Et nous allons afficher les autres dettes correspondantes. Nous allons définir un label, pas défaut. Et nous allons dessiner un second nuage de points avec les clients qui ont fait défaut. Nous n'oublions pas de préciser le plt.legend pour afficher la légende. Lorsqu'on exécute, on peut voir que les tendances tendent à être les mêmes, indépendamment des catégories. Ceci indiquerait que si nous calculons séparément le coefficient de corrélation entre les autres dettes et le ratio emprunt sur revenu, pour chaque catégorie, il est fort probable que nous retrouvons la même valeur. Vous pourrez également vous exercer à dessiner le nuage de points entre les variables qui présentaient un faible coefficient de relation. Et vous verrez que le nuage de points ne présente pas une tendance assez claire comme dans ce cas-ci. Ce mini-projet que nous venons de réaliser ensemble vous aide à vous familiariser petit à petit à l'utilisation des librairies NumPy, Pandas et Matplotlib pour pouvoir analyser vos données. Maintenant, vous avez de bonnes bases pour pouvoir jouer avec vos données avant de les passer au modèle d'intelligence artificielle pour pouvoir les entraîner. Afin de pouvoir solidifier davantage ce que nous avons appris ensemble, je vous invite à refaire l'exercice sur d'autres jeux de données que vous pouvez télécharger gratuitement sur des plateformes comme Kaggle ou même Hugging Face et d'autres plateformes. Naturellement en vous appuyant au maximum sur les documentations de chacune des librairies que nous avons utilisées. Dans les prochaines vidéos, nous allons rentrer dans l'univers du machine learning. Le but étant de tirer parti de tout ce que vous avez appris jusqu'ici en Python afin de pouvoir réaliser ensemble les projets de machine learning. Alors pour ne rien manquer de tout cela, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et à vous abonner. Lâchez également un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Merci et à très bientôt sur Mastering AI.